J'aimerais vous souhaiter la bienvenue au premier balado du Conseil des arts de Prescott Russell. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci de s'avoir joint à nous ce matin. Woohoo! Yeah! On est à Fournier, à l'église Saint-Bernard, qui est absolument magnifique. Si vous écoutez le podcast, je vous invite à aller voir sur notre site web. Il va y avoir des photos de l'église. C'est vraiment de toute beauté. Il ne faut pas manquer ça. Puis également, sinon, suivez-nous sur YouTube. Vous allez avoir du visuel vidéo également. Donc aujourd'hui, je suis en présence de 3 invités très importants, puis avec qui on va discuter justement de l'importance de la préservation de l'art, puis d'aussi comment est-ce que ce lieu culte, si on veut, inspire la création artistique. Alors, je vais les présenter tout de suite, puis je vais me fier à mes notes, justement, pour ne pas faire d'erreur ici. Donc, on va commencer juste à ma droite. J'ai Yannick Gosselin, qui est notre employé. Ça fait sa 2e été, mais on ne l'a pas amené ici pour ça. Mais entre autres, il s'occupe du son, mais surtout, tu as fait un baccalauréat en musique, puis tu es en train de poursuivre ta maîtrise à McGill en chant classique. Oui. Exactement. Donc, tu vas pouvoir nous parler un peu de ce que c'est de chanter dans les églises. Oui, j'espère. De pouvoir donner mon grain de sel un peu, comme je peux. De donner un petit grain de sel. Puis peut-être faire une petite prestation impromptue. Puis sinon, juste à côté de Yannick, on a Shanna Steels, justement directrice du Conseil des arts. Mais aujourd'hui, elle est ici à titre d'invité, puis pas en titre de ma boss, dans le fond. Puis en plus d'être directrice du Conseil des arts, tu es une artiste visuelle accomplie. Tu travailles le mix média, entre autres. Je ne sais pas si tu veux rajouter à ça du côté de ta pratique. Mix média, toutes sortes de choses, sculpture, installation, à la découverte tout le temps. À la découverte. Tu es gradué en art. Je vais essayer, tu as fait des corrections à nos notes. Dans un baccalauréat de l'Université d'Ottawa avec une spécialisation en art visuel. Oui, c'est ça. Et puis, on a ici une concentration en English Lit. Oui. Donc, on va peut-être avoir un apport de l'art visuel, mais peut-être aussi de la littérature, puis comment ça se rapporte justement au... Absolument, c'est tout relié. Ouais. Bon, ben c'est parfait. Puis notre dernier invité, justement, qui est notre hôte aujourd'hui en même temps, c'est M. Michel-André Lavergne. Alors, merci de vous avoir joint à nous. Merci pour l'invitation. Alors, président du conseil paroissial, membre... Non, on en a parlé, vous ne l'êtes plus présentement, exactement. Je ne suis plus. Alors, sans commentaire, mais vous êtes membre de l'amicale de l'Église Saint-Bernard qui, justement, offre ces super belles tournées puis les visites guidées de ce joyau. Pouvez-vous nous parler un peu des visites guidées que vous faites avec les gens? Oui, l'amicale existe depuis le 1er février 2019. Donc, c'est tout nouveau. À ce jour, nous avons 7 mois accomplis, qui nous a quand même permis d'être les fiers lauréats du prix Roger Bernard 2019, qui est remis par le Réseau du patrimoine franco-ontarien. Alors, simplement pour les travaux que nous avons faits déjà, pour nous assurer que l'idée de préservation de cet édifice se poursuit. Donc, pour utiliser notre premier outil dans cet objectif-là, nous avons pensé offrir au public de la région agrandie, jusqu'à Ottawa et davantage, des après-midi portes ouvertes, le dernier dimanche de chaque mois. Il fallait aussi être modeste dans nos ambitions, donc 5 après-midi portes ouvertes, fin avril, fin mai, fin juin, juillet, puis le prochain qui s'en vient, c'est à la fin du mois d'août. Et voilà. Bien, félicitations. Je tiens à vous féliciter pour votre prix puis votre engagement dans la communauté, puis ce que vous faites justement pour préserver l'art, qu'on va voir justement là, plus tard côté photo et tout ça. Suivez-nous sur nos médias pour voir ce joyau, si on veut. Je vais commencer avec une petite présentation du lieu avec la super belle recherche de Yannick. Je ne prendrai même pas le crédit. Donc ici, j'ai noté que ça a été construit entre... Puis M. Lavergne,
sentez-vous à l'aise de me corriger. Mais en fait, vous corrigez Yannick parce que c'est sa recherche. Donc, ça dit que c'était... Donc, la construction de l'édifice, j'imagine, parce qu'on a parlé tantôt, puis ça disait que ça a pris 35 ans. Donc, ici, ça dit construite en 85 à 86. Ça, j'imagine, c'est vraiment la structure extérieure. Oui. Et pour vous corriger, pour être plus spécifique, de 83 à 86. Okay? Et le 35 ans, c'est pour une œuvre qui est en progrès. Du moment où les bases sont posées jusqu'au dernier vitrail qui est mis comme décoration, qui lui est en 1918. Donc, les vitraux que vous voyez ont déjà 101 ans. Mais c'était le dernier grand apport comme mobilier ou comme grande œuvre artistique, le dernier qui a été mis en place. Ah, quand même, hein? Donc, j'ai ici noté, inauguré en 86. On peut y admirer les peintures et fresques, des peintres décorateurs d'églises de grande réputation quand même, François-Édouard Meloche, qui était surnommé justement peintre de la lumière, donc ça veut dire quelque chose. Et justement, son acolyte, Toussaint Xénophon Renaud, tout un nom. Puis je crois que les deux ensemble, ils ont quand même peinturé, si je me trompe. Ils ont peint dans plus de 200 églises au Québec, en Ontario, puis aux États-Unis aussi, également. Donc, on peut y remarquer aussi le chemin de croix et les bancs en chêne, ainsi que les cloches qui sont d'origine. Les verrières composées des vitraux et de rosaces datent de 1918, donc ce que vous disiez qu'il y avait 101 ans, justement. Oui, ceux de la nef datent de 1918, OK. Alors que ceux du sanctuaire de 1915. Ah, mais c'est parfait. Pour ceux qui nous écoutent côté balado, on va ajouter des photos, inquiétez-vous pas, c'est vraiment, faut pas manquer les vitraux. Contrairement à beaucoup d'églises de la région, ça a survécu les flammes et la démolition aussi. Donc, c'est tout un accomplissement en soi, si on veut. Puis, justement, contrairement à plusieurs églises de l'archidiocèse d'Ottawa qui ont été modifiées avec le temps à cause de Vatican II, on ne s'en cachera pas, ceci a gardé justement la plupart de ses décorations intérieures, puis son authenticité aussi. Puis l'église... On peut faire un commentaire à ce sujet? Oui. Parce que c'est très important de souligner la raison ou les raisons pour lesquelles Fournier a, entre guillemets, échappé à cette transformation-là. Juste pour que tous les gens comprennent bien, nous avons reculé dans les années 60 où Vatican II propose des modifications du rite, du culte, et par conséquent, l'architecture devrait être changée parce que l'architecture qu'on a ici est témoin d'une époque où la messe se disait traditionnellement le dos au peuple. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Fournierville exactement? Je dis Fournierville parce qu'anciennement, c'était son nom d'époque, même si maintenant c'est juste Fournier. Donc, à Saint-Bernard, entre guillemets, toujours, la bonne chance a été un abbé, curé, qui était l'abbé Séguin, un fils de Hawkesbury, donc un fils de la région. Mais la raison pour laquelle je souligne son nom, c'est que vous pouvez vous imaginer qu'à l'époque, dire non à l'archevêque, ça dit quelque chose. Déjà qu'aujourd'hui, c'est difficile. En 65, 68, on peut s'imaginer un peu. L'autre chose qui est importante de souligner toujours, c'est que Fournier n'était peut-être pas dans les grands centres. C'était peut-être facile d'oublier un petit village et de ne pas en faire de cas. Et c'est peut-être ainsi que les transformations n'ont pas eu lieu. Mais, justement, si on fait un bilan de 30 ans, 40 ans plus tard, c'est cet oubli-là qui lui donne toute sa valeur. Parce que toutes les églises regrettent aujourd'hui, ou toutes les paroisses, devrais-je dire, regrettent d'avoir enlevé telle chose. Les transformations étaient sûrement requises. Je ne vais pas, moi,
commencer à juger ou présumer que je connais mieux les choses que n'importe qui. On ne peut pas retourner à l'époque. Mais j'entends beaucoup les gens dire, mais moi je me souviens que dans ma paroisse, anciennement, il y avait en haut du maître-autel un grand tableau. Il n'est plus là. Il a été, pas repeint, il a été, comment on dit, recouvert de peinture. Il est encore là, mais il est derrière une couche ou deux de peinture. Alors voilà, pour Fournier, telle est la situation en ce moment. Donc, on est content, dans le fond, aujourd'hui, qu'elle ait été oubliée. Puis, dans le fond, notre job d'aujourd'hui, c'est qu'elle ne soit plus oubliée. Bien dit. Donc, puis, c'est ça, pour justement finir le dernier point, c'est une église en pierre du style roman. J'imagine romain. Roman? Oh, wow. Bon, ben, on va modifier ça en production arrière. Non, pas du tout. Pas du tout, parfait. Donc, encore une fois, c'est Yannick qui a fait de la recherche. De style roman, puis c'est l'une des rares églises de l'Ontario français qui date du 19e siècle. Je pense que c'est... En fait, durant toutes les années 1930 à 1990, pardon, j'ai dit 19, c'est oui. bien 1830 à 1890. Oui. Il y a tout un essor dans tout l'Est ontarien pour voir les villages apparaître. Donc la croissance économique, une importante hausse démographique et avec ça viennent les besoins des populations, les écoles, les routes et les églises. Donc la plupart des églises de Prescott Russell ne font pas exception à la règle. Elles sont toutes datées 1800 quelque chose. Oui, Comme oui. nous, 1883 à 86, ai-je dit, mais c'est vrai pour beaucoup des autres églises dans la région. OK. Donc, c'est pas nécessairement une des seules du Non, 19e siècle. Bon, mais c'est parfait. Je vais laisser savoir à mon recherchiste. Oui. Je pense que qu'est-ce que le point, justement, parce qu'évidemment, vous aviez raison, mais peut-être que c'est l'une des seules qui reste encore aussi authentique. Voilà. Je pense que c'est ce que mon point, puis peut-être que c'était pas clair. Je vais faire certain la prochaine fois de mettre tous les détails pour notre animateur. Mais si je peux continuer dans cette veine, vous permettez? Oui, je vous Parce permets. que c'est vraiment ce que les gens vont pouvoir reconnaître autant dans cette église-ci, quand ils en font la visite, que quand ils retournent chez eux. Entendons-nous bien. Ces églises de Prescott Russell sont conçues sur un modèle qui rappelle toute la tradition antérieure des siècles précédents. L'avantage qu'il y a pour les gens qui viennent visiter ici, c'est que c'est plus évident. Ayant été moins transformé, donc quand on veut faire ressortir un élément, bien, il est là. On n'a qu'à le constater, versus le problème que ça occasionne quand on va ailleurs. On entend quelqu'un nous dire « Oui, mais anciennement, là, il y avait ça qui était là et il y avait ça qui était là. Mais il n'y en a plus maintenant. Mais essaie de te représenter ce que c'était. » Et les gens y parviennent. Mais ici, tu n'as pas à te représenter. Il est là. Là. Et ainsi de suite. Donc, je pense que ça fait quand même un beau sommaire, justement, de l'endroit qu'on occupe aujourd'hui. Puis, on va utiliser ça comme tremplin, justement, pour rentrer dans la discussion de l'importance de la préservation de l'art. Puis, je voulais commencer un peu la discussion en parlant justement, d'une petite église que vous connaissez peut-être, une cathédrale, en fait, de Notre-Dame, qui a brûlé il n'y a pas très longtemps, puis qu'on a vu vraiment la communauté internationale, je dois dire, se rallier autour de ce fait. Shanna, je te lance la question. Tu te rappelles-tu, tu étais où le jour que ça a brûlé? Puis pour toi, est-ce que tu faisais partie de cette communauté-là qui se sentait touchée? Ben définitivement, je veux dire, avec notre source francophone, on a tout un peu des ancêtres de la France, puis surtout avec la littérature, on pense à Victor Hugo, on pense aussi à tous les grands maîtres de l'époque. Je pense, dans le fond, c'était une journée, on était au travail, puis notre travail au Caprac, vraiment, là, ça consiste aussi de la préservation, le côté, l'éducation, côté sensibilisation du patrimoine.
Ça fait partie de notre mandat. Alors, définitivement, c'est quelque chose qui nous a touchés aussi. En fait, c'est certain de gens qui travaillent là, mais comme moi, personnellement, absolument. Puis vraiment, j'ai été encore plus touchée, le côté, comment est-ce que les gens sont venus ensemble, se sont tous ralliés en pas grand temps. Ils ont élevé tellement de fonds pour être capables de vraiment reconstruire. C'est vraiment, c'est symbolique. C'est symbolique qui démontre qu'un emplacement, c'est un endroit de rassemblement. Les gens se voient leur identité, c'est l'histoire, ça fait partie de qui qu'on est, c'est ça, c'est nos racines. C'est super important de ne pas oublier qui qu'on est, d'où ce qu'on vient, parce que, tu sais, plus tard, c'est comme ça, parler comme un artiste visuel, j'étais bien influencée par beaucoup d'artistes du passé, de toutes sortes d'époques. Alors, ce serait tellement dommage de ne pas pouvoir transmettre ça aux générations futures, de pouvoir avoir l'expérience d'y aller. J'ai pas eu la chance d'y aller, malheureusement, avant que ça arrive, mais c'est définitivement quelque chose que j'ai sur mon bucket list de faire certain, parce qu'on ne sait jamais quand les choses vont disparaître. Puis, on dit tout le temps, on a le temps, c'est correct, ça va rester, mais n'importe quoi peut arriver. Puis, je pense que c'est ça que ça nous fait rappeler comment important que c'est de vraiment préserver ces acquis-là. Permettez? Ben oui, bien sûr. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. Hein, je cite Joni Mitchell. Bon, mais je pense que ça, moi, je t'entendais parler, Shauna. Pour moi, ça évoquait ça. Okay? Heureusement, Notre-Dame de Paris n'a pas brûlé jusqu'au sol. Exactement. Donc, elle a été largement préservée. Une bonne partie va être rénovée. Mais ici, pour reprendre l'exemple, nous avons un monument qui témoigne du passé, qui est encore debout. Alors, d'où l'importance, on parle de patrimoine, il faut prendre conscience de ce que nous avons. Ici, nous parlons d'un édifice, mais il y a encore dans la région, il y a beaucoup d'autres édifices qui ne sont pas des églises. Donc, il y a d'autres édifices qui sont témoins de notre passé. Oui, bien justement, on parlait avant de débuter le podcast, si on veut, certains de ces édifices-là, c'était des fermes à houblon, des sécheuses à houblon. Oui, des fermes, donc le séchoir à houblon. Donc, c'est sûr qu'on en parlait, puis je veux dire, les microbrasseries, c'est devenu vraiment un phénomène qui a explosé dans les dernières années. Et dont nous pouvons être fiers parce qu'elles sont excellentes, justement, dans notre région. Très bonnes. Shout-out à Bose, et puis Castle, et puis Tuc de Brou et Étienne Brûlé, parce qu'il faut les mentionner, l'excellente bière. Mais bon, on diffère un peu. Mais non, mais je pense que l'important justement d'une conversation comme aujourd'hui, c'est pas nécessairement à propos de juste l'Église Saint-Bernard, c'est à propos justement d'appréciation aussi de qu'est-ce qu'on a, puis de se rendre compte justement avant qu'arrive une tragédie comme Notre-Dame. Yannick, on parlait au bureau, tu me racontais un peu l'influence de Victor Hugo par rapport au mouvement de préservation. Oui, bien c'est vrai. J'ai tombé là-dessus par pur hasard. J'écoutais une vidéo qui expliquait l'adaptation de Disney de l'histoire de Victor Hugo, The Hunchback of Notre Dame. Puis c'est ça que celle qui a fait la vidéo, j'oublie son nom, Lindsay Ellis. En tout cas, elle fait des vidéos en ligne, des essais. Puis c'est ça qu'elle expliquait. Elle expliquait parce que, évidemment, c'est une grosse adaptation du roman original. Puis elle avait pour son dire que Victor Hugo lui-même a adapté son roman durant sa vie. Il a écrit le libretto d'un opéra, La Esmeralda, qui était pas complètement, mais les personnages avaient différents motifs. L'histoire a changé beaucoup, puis c'était lui-même qui a décidé. Puis ce qu'elle voulait dire, c'est que Victor Hugo, au travers de son roman, son but, c'était pas évidemment, l'histoire est humaine, puis elle vient nous chercher encore aujourd'hui. On en parle encore, mais lui avait écrit ce livre-là, ce roman, un peu comme une lettre d'amour à l'édifice. Parce qu'à son époque, l'édifice était un peu laissé au dépourvu, puis on allait le perdre s'il ne faisait pas rien. Donc lui, c'est ce qu'il a fait. Donc, peut-être d'une manière ou d'une autre, lui et probablement plusieurs, mais probablement que lui, avec ce roman, il a un peu parti un mouvement de préservation qui aujourd'hui, on peut le remercier pour ce qu'il a fait avec son roman.
pourquoi Notre-Dame de Paris était tellement... les gens y ont été émus quand il y a eu l'incident cette année. Puis pourquoi encore aujourd'hui, même ici à Fournier, on veut garder un édifice aussi important, c'est un bijou pour la communauté. Mm-hmm. Ouais. Certainement. Puis, justement, on rentre dans le territoire de l'art qui a un impact sur la vraie vie un peu. Puis que, justement, je pense qu'on est aujourd'hui un peu dans cette position-là d'utiliser notre plateforme justement pour sauver l'édifice, pour la faire connaître, puis pour la présenter. D'un point de vue d'art visuel, Shanna, comment est-ce qu'on pourrait utiliser, comment est-ce que toi, en tant qu'artiste visuel, tu pourrais utiliser ta plateforme pour aider justement une cause comme celle-ci? Il y a multiples façons, vraiment. Je pense que dans tous les domaines artistiques, pas juste les arts visuels, les artistes ont toujours rallié alentour des causes qui leur importaient. Je pense qu'aussi, en fait, les artistes visuels particulièrement, on dépend de des endroits où ce qu'on peut exposer notre travail, où ce que le travail peut être vu. Puis l'Église, on peut voir, c'est comme une place d'exposition. C'est beaucoup de choses, mais on y expose aussi tout l'art qui a été fait par les artistes, les artisans du temps. Des fois, on oublie ça parce que c'est alentour tout le temps, puis on pense, OK, c'est beau, c'est l'architecture, mais attends une minute, là, il y a des artistes qui étaient en arrière de ça. Puis je pense que c'est vraiment partageant aussi les choses qu'on aime, parce que les artistes, on aime d'autres artistes aussi. Je pense que c'est important de partager aussi nos passions, puis des autres gens qui nous ont influencés. Il ne faut pas avoir peur de le dire c'est qui, parce que c'est sûr que nos influences viennent de différentes places. C'est certain que, puis dépendant aussi de notre culture, tu sais, avec quoi, alentour de quoi qu'on a été élevé, que ce soit dans la religion, la spiritualité, on a toujours un rattachement, quelque chose qui nous ramène un peu à cette source-là. Alors, je pense que toute personne, dépendant, toute culture vit des moments où il y a des choses qui sont en danger de disparaître. Puis les artistes sont là aussi pour parler de ces choses-là. Peut-être pas directement, et ça dépend toujours de ce qui importe à l'artiste à pouvoir parler, parce qu'il y a souvent des mouvements sociopolitiques aussi dans ce qui est fait. Mais je pense que surtout si quelqu'un est rattaché à une cause, un artiste peut certainement reprendre un peu des idées, puis de les mettre en avant, puis d'aider à pouvoir que des places comme ça restent pour pouvoir montrer l'art puis préserver, parce qu'à un moment donné, ça va être nous, ça aussi. Dans 100 ans, nous autres aussi, on va avoir des œuvres qu'on aimerait bien ça qui restent dans la communauté, et puis de pouvoir parler de ce qu'on a vécu. On est quand même tradition orale et écrite, visuelle. Ça fait toute partie de la culture. Quand on perd une partie, on perd une partie de nous aussi. Oui, Oui, mais juste vite fait, c'est certain que artiste visuel, n'importe quel artiste peut, en ayant nos connaissances qu'on a dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, pour M. Laverne, évidemment, c'est les faits historiques par rapport à l'Église, puis vous le faites très bien, vous partagez vos connaissances. Puis un artiste visuel, que ce soit un édifice comme celui-ci ou n'importe quel, comme tu dis, n'importe quel art qui nous tient à cœur, faut évidemment le partager pour que ça devienne accessible à tout le monde. Exactement, pour que ça devienne important à eux aussi, pour que quelqu'un entre dans cette église, puisse, même s'ils n'ont pas grandi catholiques français, peuvent comprendre comment est-ce que cet édifice parle à eux, à leur vécu. Je pense que le partage de connaissances, puis je sais qu'évidemment, c'est un peu ça qu'on espère de faire avec le podcast, le Caprac, c'est de encourager cette discussion, puis de permettre aux gens d'être ouverts à ça. Oui. Yannick, tu permets, je veux rajouter, abonder dans le même sens que toi, un élément très important que nous faisons connaître aux gens qui viennent visiter. Dans la présentation PowerPoint, par exemple, c'est peut-être un peu plus évident. Parce que nous faisons comprendre aux gens, en les faisant visiter, là, je suis dans la présentation PowerPoint à ce moment-là, donc on leur présente les images. Et là, nous allons nous situer en 1886. T'avais quel âge, Yannick, dans ce temps-là? Et justement, c'est la beauté de la présentation PowerPoint, c'est que nous avons pris une photo d'époque de ma propre grand-maman, qui, elle, est née en 1880. Et donc, si on se représente la chose qu'à 6 ans, elle serait entrée, donc,
dans l'édifice ici. Et qu'est-ce qu'elle aurait vu? Et nous listons 26 éléments qui auraient été simplement « wow ». Bon, mais le point est le suivant, et le lien avec ce que tu disais, c'est que nous sommes évidemment en train de déployer toute la liste des belles choses dans cette église-ci. Mais je dis à tout le monde qui vienne, changez le nom, changez maintenant l'endroit, changez pas la date. Ce qui est vrai pour ce qu'on a décrit ici est vrai pour toi à Treadwell, vrai pour toi à Saint-Isidore, c'est vrai pour toi à Rockland. Il y a juste le nom qui change. Mais nos ancêtres ont tous vécu de manière synchrone ces événements-là. Donc, le nom de ma grand-mère n'est pas important. C'était vrai pour ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, et ainsi de suite, tu vois. Donc, le point final par rapport à tout ça, c'est que nous avons raison de ressentir deux choses, une grande fierté et un sens d'appartenance pour quelque chose de beau comme ça, qui est à moi, que j'habite Saint-Eugène ou que j'habite Limoges. C'est un miroir de notre société et tout le monde, même si tu n'es pas d'ici et que même que tu n'es pas de religion chrétienne, c'est sur ton territoire et tu peux en prendre grande fierté, comme moi je suis fier de la tour Higginson à Van Cleek Hill. C'est chez nous. Je vais justement profiter de ce que vous dites, de l'élément de fierté pour un peu lancer l'idée de la mort de l'auteur. Donc, dans le fond, l'idée que l'auteur, dans ce cas ici, serait, j'imagine, l'Église avec un gros E, si on veut. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Ça va dépendre. Quand on entend le mot « église », oui. Pour moi, c'est un mot piège. Okay, à moins d'y donner un sens. Ça serait l'Église au sens de l'institution qui a mis oui, avec le gros A, c'est ça. Qui a mis en place un peu ce chef-d'œuvre, si on veut, qui serait la pièce, ça serait le bâtiment à ce moment-là. Oui. Donc, en tant que communauté, est-ce qu'on doit s'approprier justement le bâtiment, puis lui attribuer cette fierté-là, justement en tant que résident et non en tant que croyant ou peu importe, de vraiment dissocier le bâtiment de l'Église avec un gros E ou de la paroisse, si on veut. Il y a beaucoup d'éléments dans ça. Oui. Mais allons-y quand même froidement. OK? Pour moi, la lecture que je fais de ce que tu viens de dire doit prendre en compte toute une évolution historique. La réalité de la société en 1886 et la réalité de la société de 2019. Oui. Par exemple, nous avons rappelé aux autorités ecclésiastiques, très respectueusement, qu'ils étaient, eux, les propriétaires en titre. Légalement, l'archevêché est le propriétaire. Nous n'allons pas contester ça. Toutefois, eux sont les garants, les protecteurs. Cet édifice leur a été confié. Pour faire ça, il a fallu mettre une signature sur le plan civique au bas d'un titre de propriété. Et c'est donc l'archevêché. Mais, à cette époque-là, les gens ont fait confiance que, en donnant des acres et des acres de terrain, en donnant des sommes et des sommes d'argent pour la construction, pour le salaire des artistes, pour tout ce qu'on retrouve dans cet édifice-là, pour la préserver pendant maintenant 130 ans. Donc, toutes ces sommes d'argent-là ont contribué à tout ça. Alors, en quelque part, la question se pose en 2019, est-ce qu'on peut avoir un certain retour du balancier de la part, justement, du propriétaire, qui, lui, en qui la préservation, le bon état de l'édifice a été remis, cette responsabilité-là. Alors, nous en sommes là,
dans l'examen d'une situation qui est complexe. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs dont il faut tenir compte. Alors, nous sommes rendus à demander à tous les partenaires, les autorités civiles, comme les autorités religieuses, comme certains individus aussi, qui auraient un intérêt pour préserver. Alors, ils demanderaient tout simplement à tous ces partenaires-là, est-ce qu'on peut s'asseoir autour d'une table puis examiner qu'est-ce qui serait le meilleur scénario, compte tenu que vous, monsieur, vous êtes le propriétaire, vous êtes un riche mécène et vous êtes une pauvre artiste, mais vous voudriez bien contribuer, etc. La réalité, maintenant, pour clore tout ce long discours de ma part, la question que je viens de soulever, c'est est-ce que c'est juste une question religieuse ou elle est plus large que ça? C'est ça. Oui, bien c'est ça, justement. Est-ce qu'on peut s'approprier le bâtiment comme une pièce d'art, puis est-ce que ça l'appartient, pas nécessairement au terme légal, mais sur le plan émotif? Absolument. À la région, puis aux gens qui oui. l'occupent. Je dis oui, là, comme fois 100, parce que c'est culturel. C'est culturel, c'est de l'art. Puis on est tellement chanceux d'avoir, comme vous avez dit, M. Laverne, dans la région, d'avoir ces artistes-là qui sont venus ici. Je pense que 2 autres églises, dans Prescott et Russell, qui avaient eu de l'art fait par les mêmes les artistes. Davantage, il y en a plus que 2, là, mais rapidement, juste pour nommer Curran, il faut quand même nommer M. Meloche et M. Renaud, avec des drôles de noms. Renaud, c'est un beau nom, quand même. Oui, c'était xénophone qui était peut-être un peu. Oui, c'était cette partie-là, oui, un peu. Mais tout ça pour dire, donc, Curran, en 1885, et ici, les mêmes artisans, en 1886, et pas loin d'ici, à Saint-Michel-de-Vaudreuil, qui est un de leurs chefs-d'œuvre, comme celui-ci, peut-être 10 ans avant, comme 1880, disons. Ben c'est ça, c'est vraiment, on est choyé d'avoir ça. Puis comme on parle de l'Église, on parle de la paroisse, on parle de la communauté. Puis je disais un peu tantôt, ça fonctionne aussi comme une galerie, comme un musée. Vraiment, là, je veux dire, comme vous avez dit aussi, même si on n'est pas croyant, si c'est pas notre religion, je veux dire, on rentre ici puis on ressent quand même, là, je veux dire, c'est ça que c'est quand on va à un musée, on va à une galerie, ça ne dérange pas si on ne connaît pas l'artiste, ça ne dérange pas, c'est qu'est-ce qu'on voit, si l'artiste a bien fait sa job, là, comme on peut dire, ben on devrait être émouvé. On devrait se sentir inspiré ou même se sentir basculé, déboussolé, peut-être qu'on n'aime pas non plus, mais on a une réaction. Il y a toujours ça. On ne reste pas indifférent. Je pense que c'est ça. Puis quand on rentre ici, la première fois que je suis rentrée ici, ça fait pas si longtemps, ça fait peut-être 1 an, je crois, maintenant. C'était pour un mariage. Puis j'étais tellement émouvée. C'est sûr qu'un mariage, c'est toujours beau, mais l'endroit, mon Dieu, j'arrêtais pas de regarder partout. Puis vraiment, ça prendrait du temps, là, vraiment tout absorber, prendre le temps de tout regarder. Puis j'étais très choyée d'entendre votre présentation PowerPoint. Je vais plugger ça un petit peu. Ah oui, on a eu beaucoup de plaisir. Puis, c'était tellement bien développé, tellement détaillé. Je disais après à mes collègues que je me sentais comme dans un cours d'histoire de l'art. Ça me rappelait des cours très précis, spécialisés. Puis pour n'importe qui est amateur, qui veut savoir l'histoire, que ce soit l'histoire de l'Église et puis comment est-ce qu'on est venu à faire ces belles œuvres d'art-là, mais vraiment juste le côté œuvre d'art, histoire de l'art, c'était fascinant, là. Puis c'est quelque chose j'aimerais ça soit le relire ou le revoir, parce que c'est sûr qu'il y a bien des choses que j'ai pas toutes captées, mais ça fait voyager, puis je pense que même si on connaît rien de ça, on peut l'apprécier aussi, parce que toutes les symboliques, les choses, ça nous ramène à d'autres choses qu'on a appris peut-être à l'école ou durant notre éducation. Merci beaucoup pour ces bons mots, mais juste pour mettre tout le monde sur la même page, on s'entend que quand nous avons commencé cette présentation PowerPoint, on avait du matériel pour 10 minutes. Mais quand nous avons commencé à regarder le détail et la conception, donc tout ce que les artistes ont fait, et ces artistes-là ne laissent pas des pages et des pages et des pages de texte pour dire « j'ai mis Saint-Paul en bleu parce que patati patata ».
Non, il ne laisse pas ces choses-là, il nous laisse deviner. Et là, quand on a commencé à prendre des gros plans et voir ça et ça, donc la présentation dure 2 heures facilement. Mais personnellement, je suis allé donc de découverte en belle découverte et encore plus belle découverte. Et ce que je tiens à dire, c'est que je n'aurais pas pu vendre l'idée de quelque chose qui n'est pas beau. Donc, je ne suis pour rien. C'était trop facile d'aller d'une belle chose à une autre belle chose. Et les gens m'ont critiqué, d'ailleurs, cruellement, en disant « Monsieur Lavergne, vous avez employé le mot « fantastique » 86 fois. » Mais c'est fantastique. On parlait justement que c'est influencé du temps, le temps un peu romantique. Puis c'est ça, c'est pour... Pas romain. Non, pas romain. Ça, c'est un peu plus vieux, hein? Mais c'est ça, c'est fait pour inspirer le genre de la grandiosité, le qu'on reçoit quand on rentre. Alors, c'est ça, c'est difficile de ne pas se laisser emporter, je pense. Puis avec l'analyse, puis on découvre, puis c'est vraiment une pleure d'oignon. Hein. On n'arrête pas quand on commence. Là. Moi, j'ai une question. Parce qu'on parle de ça, de la réaction, puis vous avez vu des gens qui sont venus ici en tournée, puis souvent, même moi, avec mes collègues en musique, puis des fois, on reçoit des commentaires après une performance où est-ce que tu te sens comme « c'était pas si bon que ça », mais des gens viennent te voir, puis « oh mon Dieu, ça m'a parlé, c'est venu me chercher », puis tant mieux, c'est ce qu'on veut faire avec l'art. Je suis certain qu'avec ton art visuel, puis après, tu peux dire un commentaire aussi si tu as eu une réaction. Donc, ma question, je vais venir à ma question, c'était quoi la réaction la plus mémorable que vous avez vue de quelqu'un qui est rentré ici? Oui. Puis après, Shauna, si tu veux rajouter quelque chose aussi avec ton propre œuvre, s'il vous plaît. Oui, c'est facile. Beaucoup de gens nous ont dit je ne peux plus retourner dans une autre église avec le même regard. C'est comme si c'était pour la première fois qu'on leur donnait un code de lecture. Mais nous, c'était la même chose. Nous nous sommes donnés j'appelle un code de lecture pour dire, il y a des éléments, tout ça est bâti sur des traditions. Et nous allons faire la liste des traditions. Il y a des traditions sociales, architecturales, artistiques, religieuses, liturgiques. Alors, en faisant toute cette liste-là, on s'est rendu compte qu'elles sont toutes rassemblées ici. Un des principes que les gens aimaient entendre quand on leur fait faire la visite, on leur dit dès le départ, nous n'allons pas juste pointer « ça, c'est ça » et « ça, c'est ça » et ainsi de suite. Nous allons leur dire « ça, c'est ça parce que ». Il fallait à l'époque comprendre que... Donc, nous faisons l'interprétation en même temps. Et c'est ça que les gens aiment parce qu'ils disent « ah ». Là, je comprends. Donc, ils font le lien aussi avec une autre église qu'ils ont vue, ça peut être leur église paroissiale, peu importe. Donc, là, maintenant, je comprends pourquoi ça a été fait comme ça. Tu sais, un tout petit détail pour illustrer, là, quand on dit des traditions sociales, ça fait sourire les gens quand on leur dit, vous savez, quand on part de la porte d'entrée et qu'on s'en vient vers l'avant, vous suivez une ligne horizontale. Et les gens nous regardent en disant, « duh ». Ben oui, mais la ligne horizontale de l'époque, ça voulait dire, attention, à droite, t'es plus important qu'à gauche. Ah ouais? Ben oui, regarde, quand les gens sont sur les agenouilloirs en avant ici pour se marier, où est l'homme? À droite ou à gauche? Où est la femme? À droite ou à gauche? Ça a une importance? À l'époque, oui. Et aujourd'hui, ces traditions-là sont encore présentes. À preuve, au Parlement d'Ottawa, les bancs de l'opposition versus les députés qui sont au pouvoir, est-ce qu'ils sont à droite ou à gauche du speaker? C'est lui, le speaker, qui est tout seul dans le milieu. Sa droite, sa gauche, je ne vous donne pas la réponse. Mais ici, vous avez toute cette symbolique sociale, vivante de l'époque, qui est encore vrai ici aujourd'hui. Oui, bien c'est ça. Décortiquer l'œuvre, décortiquer le concept, le symbolisme dans les choses, c'est ça qui fait toujours accessible aux gens. Tu sais, l'art, c'est sûr, on évoque ça sur un côté qui est plus émotif. C'est la première réaction. C'est viscéral.
C'est comment est-ce que je me sens devant, face à l'œuvre. Ça, c'est la première chose. Yannick, tu m'as demandé de peut-être renchérir un peu. Pour un artiste, je pense qu'on cherche tout à pouvoir évoquer que ce soit. Tu sais, ça ne dérange pas, c'est vraiment quoi l'émotion, mais la pire chose, c'est de ne pas avoir de réaction. C'est d'être blasé. Je pense qu'on peut tout, je veux dire, on comprend qu'est-ce que ça peut donner. On est d'accord avec ça. Mais c'est ça, de pouvoir donner tout ce concept-là, de pouvoir conceptualiser, puis le mettre dans le temps, puis d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'on oublie, hein? On a des traditions qui sont oubliées, on a les définitions qui sont oubliées, puis on voit ça beaucoup dans l'art, puis des fois, c'est pour ça que des gens peuvent être intimidés, des fois, parce que c'est pas accessible. Puis ça revient encore que ça devient comme un musée vivant, comme un livre ouvert avec toutes sortes de pistes à découvrir. Puis si on se donne le temps d'arrêter ou d'être choyé d'avoir quelqu'un qui peut un peu le déchiffrer pour nous, puis nous donner une clé d'accès, ben c'est là que les gens, je trouve qu'ils voient « Ah, wow! Oui, faut préserver ça. Je veux en voir d'autres. Là, ça donne le goût. Je l'ai vu plusieurs fois. J'enseigne aussi les arts visuels avec les enfants. J'enseigne aussi les adultes. Mais de voir l'enfant s'émerveiller, puis le genre de déclic dans l'œil, comme un peu la petite lumière, là, vraiment, ça l'arrive, où ce qu'on dirait tout d'un coup, ils ont compris. Puis là, on sait qu'on a semé une petite graine. Puis ensuite, ils reviennent d'année en année. Puis j'ai eu la preuve de quelqu'un qui m'avait déjà dit, puis je pense que pour n'importe quel enseignant, n'importe quelle personne qui dit « C'est grâce à ce que tu m'as montré que ça m'a intéressé, puis je suis allée plus loin, puis maintenant, je vais aller étudier là-dedans ou je veux faire quelque chose relié à ça. » Puis on peut tout faire ça. On a toute cette historique-là dans différentes parties. On n'a pas besoin d'être des experts nécessairement. On peut avoir l'information passer de tradition en tradition. On peut l'aller chercher aussi. On est choyé d'avoir l'Internet, puis Google. Mais c'est sûr d'avoir quelqu'un qui l'interprète puis qui l'évoque d'une façon passionnée. Ça l'aide beaucoup. Mais Shanna, justement, tu parles des experts. On n'a pas besoin de l'aide, mais je pense non plus on n'a pas besoin d'avoir peur des experts. Puis je pense qu'on vit un peu d'un temps aussi que des fois, on est peut-être un peu plus réticent à l'expertise. Mais je pense que c'est aussi la porte d'accès à de l'art qui est, je vais dire, peut-être plus raffiné ou un peu plus difficile à décoder. Yannick, on en parle souvent en musique, du Josh Groban puis du Schubert. Pas exactement le même code. Y a-t-il quelque chose que tu veux renchérir par rapport à l'idée de l'expert? Puis comment on ne devrait pas en avoir peur, mais plutôt l'embrasser, si on veut? Oui, mais juste pour clarifier ton exemple, j'ai compris l'exemple, mais Schubert, c'est un compositeur d'une certaine époque. Josh Groban, c'est un chanteur présent. Donc lui, c'est un interprète. Donc, ils n'ont pas la même intention en partant. C'est certain que ça devient, par exemple, Josh Groban, je l'admire, j'adore sa carrière, mais c'est certain que ce n'est pas la même tradition qu'une tradition classique antérieure ou comme que d'autres ont eu. Puis peut-être que ça, c'est l'idée aussi, que c'est le système d'éducation qui nous prépare pour un certain standard, que maintenant on peut écouter. Je m'excuse, je ne parlerai plus de Josh Groban parce que je ne veux pas l'attaquer personnellement. Mais nos standards sont un peu différents. Donc, si on écoute un chant qui rappelle un chant classique ou qui rappelle, puis ça vient me chercher aussi quand dans une annonce de véhicule, on utilise une chanson de Mozart qui n'a pas rapport. Ça n'évoque pas la bonne affaire pour quelqu'un qui connaît. Mais si tu ne le connais pas, les business ont pour leur dire que les gens ne vont pas remarquer, ils vont penser que c'est juste, ça l'évoque la musique classique, ça l'évoque un certain élitisme, ça l'évoque un certain snobisme peut-être. Une certaine classe sociale, mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est certain que l'éducation, le partage des connaissances va beaucoup aider. Puis, je retourne à ce que je disais, puis je pense que c'est un peu le thème peut-être du podcast d'aujourd'hui, c'est l'éducation, puis de manière passionnée, de manière ouverte, de manière à partager, parce que si on approche quelqu'un, si j'aurais réagi à ta question, puis j'aurais dit, c'est évident, Josh Groban puis Schubert, c'est pas la même chose. Mais là, les gens à la maison, peut-être qu'ils nous écoutent, vont dire, mais pourquoi? Moi, j'aime Josh Groban. Mais j'aime Josh Groban aussi. Et puis mais oui, non. Puis là, je le prends seulement comme exemple. Tu sais, on parle pas de lui. S'il nous écoute aujourd'hui, Josh Groban, on t'aime beaucoup. Puis on aimerait bien t'avoir comme invité. Mais
sa voix résonnerait tellement bien dans Absolument, les murs. absolument, c'est certain. Puis ça attirait une foule. Je pense qu'il y aurait des gens grimpés au plafond même. Mais donc c'est ça, c'est juste, le médium est différent. Je pense on est rendu à un temps où est-ce que, puis ça c'est juste mon point de vue de ce que je vois, où est-ce qu'on on voit plus les nuances entre peut-être les styles, on n'a plus la même éducation, plus les mêmes traditions. Donc, c'est certain qu'il y a certains genres musicaux, certaines œuvres d'art qui deviennent un peu moins accessibles. Mais il suffit juste d'avoir une petite porte puis de dire aux gens, hey, venez. Exactement. C'est pas épeurant, Oui. c'est pas dangereux. C'est ça. Ben, c'est ça, juste pour renfler un peu sur ce que Jacinthe disait. Quand je dis on n'a pas besoin d'être expert pour l'apprécier, ça, c'est certain, hein? Parce qu'on a juste besoin de cette porte d'entrée-là, d'être ému, d'avoir une réaction quelconque. Mais c'est sûr que les experts, c'est important. Je veux dire, c'est ces gens-là passionnés qui prennent leur temps à tout déchiffrer, puis après, donner accès à ces choses-là à d'autres. Alors, c'est ça, il ne faut pas en avoir peur. C'est là pour nous ouvrir à pouvoir de voir d'autres choses. Puis c'est important parce que si on n'a pas ces experts-là ou des gens qui deviennent experts par leur passion, hein, parce qu'on n'a pas, tu sais, ça ne prend pas nécessairement un papier signé pour dire qu'on est expert, c'est dans notre recherche, c'est le montant de temps qu'on passe à faire quelque chose, 10 000 heures, là, dans le fond. Ouais, là, mais qu'on c'est dans parle, la là. vigueur. Oui, c'est ça. Je fais 2 commentaires après. Ah, OK, parfait. Oui, c'est ça. C'est ça, juste pour dire que ça donne accès, puis grâce au déchiffrage de ces gens-là, d'autres gens, après ça, peuvent à leur tour s'intéresser puis aller décortiquer encore plus loin. C'est comme des archéologues de la culture. Bien. Alors, il faut vivre dangereusement, n'est-ce pas? Donc, le commentaire que je vais faire ici n'a donc pas été bien préparé d'avance, hein? Parce que c'est ce que tu as dit qui m'a fait réfléchir à ça. Tu parles de musique. Okay? Une des choses que nous faisons remarquer aux gens qui viennent visiter, c'est la mesure qu'il y a dans cet édifice au plan artistique, au plan architectural. La mesure. Dans tout ça, il y a l'ordre. Toute cette mentalité d'ordre était archi importante pendant plus de 2000 ans. Parce que il y avait toujours la notion Dieu, les anges, les hommes, les enfers. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Donc, c'est important d'avoir notre place. Qu'est-ce que ça a à faire avec la musique? Okay? Alors, c'est pour ça que si on revient dans ces édifices-ci, on réalise qu'il y a une ligne ininterrompue pendant des siècles où il y a eu des chants dans ces édifices-ci. Ces chants-là ont servi pour créer les plus beaux chefs-d'œuvre musicaux de la civilisation occidentale, on s'entend. C'était dans les églises pour la plupart. Donc, nous avons ici la chance d'avoir Saint Bernard qui est le patron. Bon, mais il faut savoir que Saint Bernard, on parle des années 1100. Le grégorien. Voilà. Donc, le grégorien qui nous a bercés pendant des siècles et des siècles, mais il a aussi donné naissance au chant polyphonique, qui a aussi donné naissance à l'orchestre, parce que là, il fallait faire concorder chaque instrument à sa place. Ah, l'ordre. Et c'est pour ça que je dis nécessairement que tout cadrait ici. Rien ne devait dépasser, que ce soit au niveau architectural, au niveau artistique, au niveau musical. Il fallait que la musique concorde avec un sens d'ordre. Donc, je ne me suis pas trompé à date? Non, absolument, je suis complètement d'accord. Puis c'est vrai, on le voit dans l'histoire de la musique, puis dans les œuvres, ou même dans le temps où est-ce que la musique n'était plus nécessairement une musique d'église. Je pense à des compositeurs comme Bach qui ont composé autant pour l'église que pour le profane. Oui, musique profane, c'est musique non religieuse. Oui. Il est tôt. Oui, donc c'est ça. Mais il garde toujours un système. Il y a toujours une structure, il y a toujours un ordre, il y a toujours... Beethoven, ses sonates étaient composées d'une manière qu'on peut analyser jusqu'à... Éventuellement, c'est certain qu'il y a eu un temps où est-ce qu'il y a des explorations un peu pour briser les normes, pour briser la structure, pour pousser ensuite les borders. Les boundaries, merci. Les frontières, merci. Oui, donc c'est certain, mais il y a toujours, on dirait que l'être humain, hein,
dans l'art, dans tout, cherche toujours un ordre, cherche toujours une structure. Donc, c'est certain qu'il faut le mettre en contexte. Si ici, les normes, les structures sont aussi rigides, il faut le mettre en contexte de l'époque, en contexte de les traditions, comme on a dit, puis encore une fois, on fait le cercle complet, je pense. Comme, par exemple, Beethoven aurait structuré une symphonie complètement différente que Benjamin Britten, qui aurait mais quand même une structure qui reflète la tradition, qui reflète sa réalité sociale de l'époque. Puis je pense qu'on peut autant apprendre de les œuvres du passé que des œuvres présentes. Absolument. Différemment. Les arts visuels. Michel-Ange, Raphaël, tout ce qui est classique, tout ce qui était Renaissance, je veux dire, c'est reflété là aussi. Hein, c'était de chercher le beau absolu. Puis dans toutes les œuvres aussi qui soient peintes, puis on peut les retrouver dans les vitrails aussi, tout est calculé. Tout est on recherche la perfection, dans le fond, l'harmonie, oui, c'est ça. Puis on ne pourrait pas se rendre au temps moderne, postmoderne, etc., qu'on voit aujourd'hui, sans avoir passé par là, pour défaire ces choses-là. Puis même, on a le renouveau aussi, on a le retour au gothique et tout ça qu'on peut voir dans l'Église qui revient, parce qu'on retourne tout le temps à nos souches, mais après ça, on aime les défaire pour faire des nouvelles choses. Alors, on trouve vraiment, c'est ça, tout l'historique là, dans une place. Ouais. Puis, si je peux juste rajouter encore quelque chose vite fait, on voit pas juste les structures, puis ça, dans qu'est-ce qui est classique, puis qu'est-ce qui est vieux, ou qu'est-ce qui est peut-être une forme d'art plus, je ne vais pas dire élevée, mais qui demande une certaine expertise, peut-être, dans la musique classique, par exemple. On voit la structure complètement dans la culture populaire aussi. D'ici des films de super-héros, ils ont des structures qu'on peut reconnaître. La musique populaire a des structures qu'on peut reconnaître. Un refrain, un couplet, un refrain, un bridge, un solo de guitare, et on revient au refrain final. Il y a de la structure tout le temps. La nature en fait partie de la structure aussi. Il y a juste un point que je voulais faire ressortir avec la discussion là, sur la musique, le petit peu que j'en connais, c'est qu'à un moment, corrige-moi, parce que moi, je suis juste un amateur de la chose, si je cite, je ne sais pas moi, Moussorgsky, Sacre du printemps. Okay? Je me souviens encore la première fois que j'ai entendu ça. Donc, j'ai eu à comprendre que je devais, entre guillemets, trouver la beauté en abandonnant l'idée d'harmonie. Ici, dès que quelque chose n'est pas à sa place, c'est discordant, on le voit tout de suite, ça saute aux yeux. De la même manière que si dans une pièce de Mozart, non, Mozart, il y a trop de notes là-dedans. Si j'avais pris une pièce Vous avez déjà cité Stravinsky, je sais pas s'il y a plus de notes que ça. oui, mais quand même, c'est que dès qu'une note ne semble pas à notre oreille à sa place, on l'entend, elle m'agace un peu. Alors que du Moussorgsky, on s'entend que il y a une note qui est belle, puis toutes les autres sont discordantes. C'est pour ça qu'on met du temps avant de dire « Ah, là, je comprends. » Absolument. Donc, il y a eu cette cassure. C'est vrai dans la musique, c'est vrai dans l'architecture. Donc, aujourd'hui, si je prends encore l'exemple, le lien avec cette église-ci, si on avait à bâtir une église de nos jours, elle serait au goût du jour. C'est certain. Elle ne ressemblerait pas à ceci. Oui, exactement. Pour revenir, quand on parlait du modernisme qui arrive, bien là, on peut parler de l'époque Bauhaus. Vraiment, ce qu'on voit même aujourd'hui, quand on est à Ottawa, là, les édifices qui sont carrés, tu sais. Oui, c'est ça, c'est ça. On a tout échappé, on a laissé de côté le côté romantique, Renaissance. Alors, c'est pour ça qu'il y a des places comme ça ici, ça ressort encore. Puis pour moi, personnellement, quand on se promène, puis on voit des églises, puis on voit les influences un peu plus modernistes, c'est pas pareil. C'est une autre chose aussi, parce que tout à coup, ça évoque ceci. J'aime la musique religieuse de toutes les époques. Bon, tantôt, on parlait du grégorien. Il y a un chant de Pérotin. Bon, Pérotin, on remonte loin, là, n'est-ce pas? On n'est pas loin du temps de, justement, notre ami Saint-Bernard. Donc, on est dans les 1100, le début du chant polyphonique. Quand nous venons dans une église écouter du grégorien, l'espace est rempli. J'écoute le même chant dans mon auto. C'est beau. C'est pas le... Tu as parlé d'impression tantôt. Moi aussi. Ça n'a pas le même effet
Pourtant, c'est le même chant. Puis comme je suis un scientifique, j'aime comparer des pommes avec des pommes. Je n'ai pas changé le chant, c'est du perrotin les deux. Le lieu a fait une différence. Ici, on dirait qu'on est dans une troisième... Bon, non, pas une troisième, mais nous sommes vraiment dans 3 dimensions. Le fait que le chant emplit la voûte au complet, ça ajoute à l'expérience de la musique que je peux faire dans ma chambre, dans l'auto ou ici. Et tout l'espace a été calculé aussi. Vous en avez parlé aussi dans votre PowerPoint, comment est-ce que chaque chose avait été installée pour évoquer ce genre de procession-là, qui était différente pour les gens, les citoyens, les paroissiens qui rentreraient dans l'Église, mais aussi après, soit le curé ou les gens vraiment, les dignitaires. Bon, c'est ça. Mais ça, c'est pas par hasard, c'est tout fait par exprès. C'est vraiment comme une installation. C'est ça, là, comme vous dites, là, c'est comme 3D, mais je dirais 4D. C'est comme, ça l'apporte ailleurs même. Puis justement, on jase de structure, là, puis je pense à la structure de la paroisse, puis on s'en cachera pas, il y a de moins en moins de gens qui viennent aux messes, des choses comme ça. Donc, il y a cette structure-là qui doit changer aussi, si on veut préserver justement des genres de bijoux architecturaux qu'on a, comme l'église Saint-Bernard, entre autres. Il y a des modèles qui existent ailleurs, j'ai regardé au Québec surtout, avec leur Société du patrimoine qui investit beaucoup d'argent à transformer justement les églises, les bâtiments d'église justement pour en faire des nouveaux lieux. Donc j'aimerais qu'on se lance un petit peu dans le rêve, puis je vous laisse justement le bâtiment de l'église, puis qu'est-ce que vous en faites? Vous en faites un centre culturel, un bar, peu importe, libre à vous, on vit dans le rêve. Moi, je commence? Oui. Faut aller spécifiquement sur notre domaine à nous? Ou... OK. Mais moi, c'est certain qu'avec les salles de concert modernes, certainement en Amérique du Nord, beaucoup ont été conçues ou sont encore en vie depuis l'époque de l'enregistrement, depuis l'époque de l'amplification. Donc, c'est pas toujours des salles qui favorisent une acoustique libre sans amplification. Donc, avoir un espace comme celui-ci, là, vous ne pouvez peut-être pas l'entendre, je vais peut-être rajouter du reverb dans l'editing pour qu'on entende un peu mieux. Mais juste, on entend que c'est très résonnant, on entend que c'est... Donc, moi, si ça serait mon espace, j'en ferais probablement une salle de concert pour musique classique, pour musique qui fonctionne dans cet espace. Musique amplifiée aussi pourrait fonctionner très bien. Je suis allé voir des concerts dans des églises amplifiées, puis tu l'amplifies d'une différente manière, tu le balances comme il faut, puis ça fonctionne très bien. Pas nécessairement musique religieuse. C'est certain qu'il y a beaucoup de répertoires qui parlent qui communiquent avec l'espace. Ça, c'est ce qui est bien, mais je pense qu'il y a une manière de communiquer avec l'espace même dans une musique profane, dans une musique de récital. Peux-tu rajouter là-dessus? Oui, vas-y. Je sais qu'en Europe, il y a des bandes de musique de métal qui ont fait leurs albums dans des églises. Ah oui! Parce que, je veux dire, comme c'est très à propos aussi, là, je veux dire. Oui. Non, c'est ça, c'est assez connu, ça dépend ailleurs, surtout en Allemagne, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Certain que mon idée, c'est pas une idée pour briser toutes les idées. Puis c'est pas, non, mais c'est juste pour enflouer, Oui, c'est que mais dans Prescott-Russell, si on pense de la région, à Ottawa, il y en a quelques églises qui font des performances. À Rockland, je suis allé voir, j'ai chanté même avec le Chœur du Moulin. Les chorales, beaucoup font des concerts, des chorales d'enfants, les écoles. Mais ça serait bien, moi, de voir un édifice comme celui-ci qui devient un lieu de rassemblement, de concert. Ça serait mon rêve. Ouais. Au prochain. Je veux dire, je suis d'accord avec toi, Yannick. Moi, je dis lieu de rassemblement, même que je suis déjà allée à des genres de conférences au Québec qui c'était dans des églises, puis ça a tout un autre sentiment. T'sais, c'est sûr qu'on ne va pas là pour les mêmes raisons, mais on sent, je sais pas, on sent bien entouré, puis tout est fait, a déjà été conçu pour que les gens se sentent bien, puis qu'ils sont invités, que ce soit accueillant d'une certaine façon. C'est juste que ça change un petit peu. Il y a moins de bancs, là, je veux dire, tu as des tables au lieu. Mais quand même, on apprécie l'architecture puis l'art qui l'entoure. Puis je trouve que c'est encore mieux parce que c'est pas juste une salle où ce qu'on rentre, puis c'est tout 4 murs carrés. On rentre, puis
un endroit influence aussi puis inspire. Alors, si on parle de on parle de concerts, on parle de conférences, on parle des choses qu'on veut élever les gens. Tu sais, ça dépend. C'est sûr que, oui, on avait déjà parlé de bar ou de café, d'autres choses, mais pourquoi pas? Si c'est pour refléter les gens, tu sais, ça peut être plus qu'une chose. Puis dans tout respect quand même, mieux d'être utilisé, aimé, apprécié que de laisser détériorer. Oui, merci, Shana. Entièrement d'accord. Tu parles d'un bar à café. Oui, pas un bar de danseuse, par exemple. C'est là qu'on met la ligne. J'avais pas. Merci t'es plus vite que moi. Merci de faire apprécier ma lenteur. Mais il y a la crypte au sous-sol ici. Et quand j'ai mis les pieds dans la crypte, moi, je me suis revu en Europe. J'ai vécu 3 ans en Allemagne. Donc, les Keller, les Cellars, qui sont des Weinstube, on goûte le bon vin. Alors, tout ça pour dire que les murs sont des gros murs de pierre. Ton plafond, des gros, des beams équarris, puis c'est rugueux. Tu dis, non, c'est voulu pour garder le côté. Bon, tout ça pour dire que nous avons ça, nous, ici en bas. Mais la question était, j'ai le droit de rêver? Vous avez le droit de rêver. Avec vous autres, en plus? Ben là. Non, moi, je verrais un début de discussion avec tous les partenaires autour d'une même table. Et cette discussion-là porterait sur la mise sur pied d'une coopérative. Elle doit avoir une structure. Donc, comme toute coopérative, nous avons des partenaires. Par exemple, toi, ça serait davantage le côté artistique de la chose, visuel. Ça sera un lieu d'exposition, parce que tu as dit tantôt, les gens vont aussi avoir une émotion par rapport au lieu où ils sont venus visiter, ils ont été inspirés. Alors oui, ils ont vu tel tableau, mais le fait qu'il était à tel endroit, ça, c'était inoubliable. Bon. Sur le plan musical, sur le plan plus côté sonore, cet endroit pourrait servir pour des enregistrements, salles de concert et tout ça. Donc, il y aurait une possibilité de mettre tous ces gens-là autour de la même table pour dire coopérons à maintenir l'édifice en vie en faisant un projet communautaire élargi pour tout Prescott Russell. Tantôt, je disais, toi de Saint-Eugène, tu aurais droit à avoir une fierté d'appartenance à cette église-ci. On garderait aussi, pour moi, ce serait très, très important de ne jamais oublier que l'édifice est avant tout une église. Et pour éviter qu'elle devienne une coquille vide, il faudrait avoir une communauté chrétienne active. On sait que les nombres diminuent. Je ne vais pas dire qu'un jour les nombres vont augmenter puis il va y avoir 300 personnes pour venir un dimanche ici. Je ne prétendrai pas cette chose-là. Donc, je me relie davantage du fait que c'était injuste, c'est encore injuste, ça va devenir encore plus injuste de supposer que c'est à ces gens-là d'entretenir cet édifice-ci qui bénéficie à tout le monde. Ça, cette époque-là, c'est une vieille mentalité qu'on doit vite mettre à la poubelle. Donc, regardez bien, les bottines vont suivre les babines. C'est bien beau faire des déclarations comme ça, mais à ce moment-là, il faut être capable de demander à tous les partenaires, asseyez-vous, on a quelque chose qui vaut la peine. Donc, comment est-ce qu'on transforme ça en lieu pour que les activités se poursuivent? Alors là, les gens vont pouvoir se rallier à un projet pour dire, ça prend des sous. Justement, nous sommes capables d'en trouver. Okay? Je ne vous le dirai pas comment tout de suite, là, mais nous avons... un concert de Josh Groban, peut-être? Oui, on commence. Ou de moi, je vous ai chanté une petite toune tantôt. Là. Vous n'avez pas dit que c'était beau du tout. Là. Très peiné. On vous invite à faire la première partie. Merci. Mais vous voyez que ça serait déjà peut-être une direction à prendre pour dire il faut nous asseoir autour d'une même table, ce qui n'a pas été le cas à date. Encore une fois, comme l'art nous parle, comme on est toujours en communication avec un édifice, avec une œuvre, avec une musique, il faut rester en communication entre les humains. Puis je pense que ça reflète très bien ce que vous dites, votre rêve, qu'il faut communiquer.
faut partager, il faut collaborer, il faut... Oui, un genre de centre multidisciplinaire, tu sais, un Pourquoi centre pas? culturel, un Ouais. lieu de rassemblement. On parle de rassemblement. C'est déjà un lieu qui est un lieu de rassemblement. Mais là, on ouvre les frontières un peu à faire différentes activités. Je donne un exemple très concret. OK? Ici, nous pourrions établir un partenariat avec les conseils scolaires de l'endroit, mais aussi avec ceux de la province, même avec les agences de tourisme à travers le Canada. Ah ouais? Mais oui. Il est important de prendre le lieu ici et de faire réaliser à tous les gens qui ne pratiquent pas, qui ne sont pas chrétiens. Ça n'a pas d'importance. Si tu rappelles aux gens, tes racines sont ici. Et ici, c'est un exemple de tes racines et ça illustre ton appartenance à la civilisation occidentale et à ta tradition judéo-chrétienne. Ça, si tu n'en es pas conscient, elle est déjà tout autour de toi. Tu fêtes Noël, tu fêtes Pâques, le calendrier, tout est judéo-chrétien. Alors, c'est comme dire non, non. Ça fait partie de quelque chose dont tu pourrais être fier et qui t'appartient. Alors, ici, c'est un bon endroit pour venir le visiter et en prendre conscience, surtout pour les jeunes qui, eux, un jour, vont faire un voyage en Europe. Et en Europe, ils ne verront pas juste une cathédrale. Ils vont en avoir 3 tonnes de ces choses-là. Alors, c'est bon d'avoir déjà des repères pour dire, ben oui, c'est ça, c'est ça. S'ils n'ont jamais mis les pieds dans un endroit comme ça, ben ils vont être complètement pris dans la même chose qui se produit à tout le monde. Tu regardes, ah, c'est beau, j'ai hâte de partir, par exemple. Et puis, parce que ça ne parle pas, ou ça parle... C'est une déconnexion. Donc ici, ça permettait de reconnecter. Ici, nous avons un lieu qui vaut le détour. 2 choses, et je termine. La preuve que ça vaut le détour, c'est que jusqu'à l'an dernier, les Tours Gendron de Montréal, c'est quand même une agence qui existe, faisaient à chaque été une visite dans l'Est ontarien pour visiter 5 églises avec un guide en art religieux spécialisé. Je le connais, ce monsieur. Et Saint-Bernard était la pièce maîtresse. Il visitait également Curran, en brun, Holy Trinity à Hawkesbury. Et la 5e, c'était pour varier la sauce de temps en temps. Rockland, par exemple. Okay? Alors, ça pour dire, c'était... Oui. Et donc ces gens-là se déplaçaient pour venir voir. Mais c'était l'autobus n'était pas bondé, on s'entend. Donc, un intérêt très restreint. Mais pour les plus jeunes, ce serait l'occasion de venir et on leur ferait voir. S'ils viennent en autobus voir le Parlement, c'est très, très bien. Ça fait partie de leur éducation. À 50 minutes de route plus loin, tu peux passer et voir une église aussi qui est justement un très bon témoin de cette époque. Et tu repars chez toi, peu importe où tu habites, et là, tu as un code de lecture pour dire « Ah, l'église chez nous, ça évoque telle époque, ou ça évoque telle époque, telle chose, et ainsi de suite. » La possibilité serait là. Est-ce que cette visite serait payante? Un petit peu pour entretenir les lieux, comme n'importe quel musée. Ce n'est pas gratuit, ces choses-là. Alors, je mentionne le Parlement, ce n'est pas innocent. Les boiseries qu'on voit ici ont été faites par les mêmes artisans que ceux qui ont fait les boiseries du Parlement, le premier qui a brûlé. Donc, je ne sais pas par rapport aux boiseries du 2e, là, c'est peut-être les mêmes. Il mérite qu'on les mentionne. Les artisans de la Globe Factory dans la région de Kitchener-Waterloo, okay? Mais sous les dessins de Martineau et Roy, qui étaient, eux, de Saint-Benoît, dans ce coin-là. Tout ça. Alors, je pense qu'on a fait un peu un cercle complet, full circle, comme on dit en bon français. On est revenu un peu à l'importance de la communauté dans tout ça, de se rallier justement pour préserver ces super beaux monuments comme qu'on a. On approche l'heure, donc je pense qu'on va terminer avec juste un petit peu de plaisir. Un chant? J'ai ici... On a quelques questions rapides à vous poser. Donc, c'est juste, on pose la question, puis je vous passe le micro après, puis c'est juste une réponse vite faite. Est-ce qu'on gagne un prix? Ah, peut-être. Ah, écoute... Une tournée. Et c'est lui qui la donne.
Oh, elle sera pas longue dans ce cas-là. Alors, vous avez à prendre un verre ou un café avec n'importe quelle personnalité ou artiste. Oh my gosh. C'est moi qui commence? Oh mon Dieu, ok, j'ai pas... C'est moi qui ai écrit la question, puis j'ai même pas pensé. J'ai même pas pris le temps d'y penser, ça n'a pas d'allure. Quelqu'un vivant ou mort? Ou Ça un dérange ou l'autre? pas. Ça dérange pas? Un ou l'autre, juste pas Josh Groban. Parce que... Ah non, moi, je prendrais un verre avec Josh Groban. Je pense que j'irais prendre un café avec... Oh my gosh, c'est difficile. Ah, il y en a trop. David Bowie, Robert Charlebois. Je pense que je devrais prendre un café avec Robert Charlebois. À cause de la ressemblance physique. Oui, pour lui demander des conseils pour les cheveux. Non, pour parler de musique, évidemment. Oh mon Dieu, je sais pas. Benjamin Britten, peut-être? OK, je vais aller avec Robert Charlebois. Fallait que ce soit rapide. C'était mon concept, puis je le fais même pas. Chana. Ah mon Dieu, j'ai le même problème. Première personne qui arrive à ma tête, parce que je pensais beaucoup au romantisme, c'est Edgar Allan Poe, parce que c'est mon poète écrivain préféré. Oui, English Lit. Puis ben, si j'ai à choisir quelqu'un canadien, ben, ce serait Margaret Atwood, qui est encore en vie. Oui, mais il y aurait tellement d'artistes aussi, là, Léonard de Vinci. C'est trop long, Chana. Je sais. OK, je passe mon tour. OK. Aïe, aïe, aïe. Alors, moi, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est Douglas Hofstadter. Douglas Hofstadter, c'était un commentateur qui écrivait dans la revue Scientific American. Et pourquoi c'est lui? C'est parce que dans la revue Scientific American, il y avait des articles scientifiques très, très recherchés qui, à chaque mois, étaient différents. On s'entend, ça touchait plein de domaines. Mais Douglas était celui qui écrivait régulièrement à la fin du magazine, et lui était donc un homme de science, mais qui n'avait pas de frontières. Donc, il abordait la science, et ça pouvait être, par exemple, la chimie et la physique d'une sauce béarnaise ratée. Et il expliquait pourquoi la sauce béarnaise, elle est difficile à faire, à bien réussir, et quand on la rate, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, il mettait la physique et la chimie dans l'explication. Alors, mon côté d'homme de la Renaissance, moi, j'ai besoin de vivre autant avec les arts qu'avec les sciences, bien, mon côté était ravi. Donc, Douglas, j'espère qu'il est encore vivant, sinon, je le salue. Invité sur le podcast, évidemment. Toutes les personnes qu'on mentionne. Alors, deuxième question. Quel livre est-ce que vous lisez en ce moment? Ça va être plus court, j'en lis juste un. 1984, George Orwell. Ben, j'ai une pile à côté de mon lit, là, mais en ce moment, celui que je lis religieusement, c'est Clan of the Cave Bear. En ce moment, moi, c'est Songs Upon the Rivers. C'est l'histoire mal connue de tous les voyageurs de la Compagnie du Nord-Ouest. Donc, à partir de fin de la conquête, qu'est-ce qui arrive après la conquête? Tous les Canadiens, parce qu'on va employer le mot Canadien dans son vrai sens du mot, là. Pardon, dans son premier sens du mot, je m'excuse. Donc, dans son premier sens du mot, et ils sont encore tous dans le Wisconsin, dans le Minnesota, dans l'Illinois, jusqu'à l'Oregon. Qu'est-ce qui arrive à ces hommes et femmes, communautés qui ont été mal chantées et complètement oubliées, quasi volontairement par les historiens? Songs Upon the Rivers. Puis l'auteur du livre, c'est Ce sont trois auteurs, trois M. Fox Curran, M. Morissette, je crois, puis, enfin, un, c'est un auteur de l'Université Carleton, l'autre de la Colombie-Britannique et l'autre, non, trois auteurs. Fantastique. La prochaine est pas mal plus simple, il y a juste deux choix. Lève-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Couche-tard. Couche-tôt. Couche-tôt. Donc, lève-tôt. La prochaine est peut-être difficile, puis ça va peut-être faire un petit peu là, de chicane entre les régions, mais c'est quelle la meilleure poutine de la région? Oh! La meilleure. Oh mon Dieu, ben, c'est Alfred, évidemment, mais laquelle? Moi, c'est Miss Alfred. Ah oui, c'est ça, Miss Alfred. Mais il y a une super bonne poutine aussi à Veurs. Ouais, je pense qu'elle est moins connue, mais ouais, là, je me souviens pas du nom de la place, là, mais c'est en sortant de la 407. Ouais. Mais Alfred aussi, c'est certain, là. Mais, Monsieur Laverne, il a la réponse, lui, ouais, par OK. exemple. Oui. Et moi, question d'honnêteté scientifique, je vais aller voir Alfred, je vais aller voir Veurs pour tester justement. Mais vous, en retour, devriez aller au Beau-Frère, chez mon ami Dominique, la barouche
au Beau-Frère, en sortant du village de Saint-Isidore. Au moins, il y a eu un sondage, nous autres, pour prouver que c'était la meilleure. Alors, en retour, vous me promettez d'y aller? Oui. Dominique, tu m'en dois une. Bon, ben c'était tout vraiment pour le premier podcast. Je veux vous remercier énormément pour votre temps. Merci. Merci à vous aussi. Justement pour tout. Je veux finir juste avec une petite plug pour le Caprac. Suivez-nous sur nos médias sociaux, autant caprac.ca, capracgallery.ca, qui est notre galerie en ligne, si jamais vous voulez acheter de l'art original des artistes de la région. Sur les médias sociaux, on est sur Facebook et sur Instagram également pour la galerie. Donc, puis sur YouTube aussi, abonnez-vous, cliquez like, follow, puis partagez avec vos amis. On veut garder la conversation, puis n'hésitez pas justement d'écrire dans les commentaires quel sujet vous aimeriez qu'on traite. On va continuer justement à rencontrer des gens intéressants comme aujourd'hui. Dans des espaces intéressants. Dans aussi. des espaces intéressants. Nos 2 prochains podcasts, je vais être accompagné d'Yannick encore une fois. Ça va être magnifique. Je suis chanceux. Donc, parle-nous un peu des 2 prochains podcasts. Là, ça va avoir lieu. Je peux Ouais. en parler? Oui. OK. Donc, les 2 prochains, il va y en avoir un à Tuc de Brou, à Embrun, où est-ce qu'on espère de parler un peu des espaces alternatifs, de diffusion, de performance, ou ainsi de suite. Et le prochain est à la Taverne de Saint-Eugène. Ouais. Où est-ce qu'on espère de parler de la place qu'occupent les bars, les tavernes, les cafés dans la création artistique. Parce que c'est autant un lieu où est-ce qu'on se rassemble puis qu'on partage des idées, ou c'est aussi un lieu où est-ce qu'on peut, un lieu de perdition, où est-ce qu'on peut se défaire notre carrière. Donc, ça va être les sujets puis les lieux, avec des invités très, très intéressants, entre autres moi-même. Puis Jocelyn qui va toujours être là. Merci, Jocelyn. Il était pour un premier épisode, c'était le fun, ça a bien été. Puis je tiens juste à aussi souligner que le 25 août, ça va être dimanche après-midi. Je ne sais pas quand exactement que le podcast va être lancé. Peut-être que la date va être passée. Mais c'est certain qu'on va le plugger dans nos propres médias sociaux prochainement pour en faire la promotion. Puis c'est tout pour moi. Alors, Shanna, as-tu un petit mot de revoir, quelque chose à dire? Merci. Je trouve que c'est super. Puis j'ai hâte de voir les prochains parce que je pense que ensemble, c'est ça, on peut venir à faire connaître nos bels endroits dans la région. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup à dire. Puis il y a bien des personnes intéressantes. Alors, merci beaucoup, M. Laverne, d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons tenu un podcast dans l'église Saint-Bernard, mes amis. Quand même. Tout se peut. It's a wrap.